Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast, un podcast qui vous est proposé par l'agence EBP sous la coupe de Guillaume Deville. Mais aujourd'hui, c'est moi, Camille Le Tertre, qui vous reçoit. Euh, Peut-être le début d'une série d'épisodes qui aidera à mettre en lumière des notions de sciences humaines et sociales en lien avec la kinésithérapie. Donc, merci Guillaume pour l'espace que tu nous offres et merci Marie d'avoir accepté d'être l'invitée de ce premier épisode avec moi. Bonsoir. Bonsoir, merci Camille, merci Guillaume de me donner la parole ce soir. Et on a pris ce temps pour donc discuter d'un article de ton choix, mais avant qu'on commence la discussion de cet article, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ben, bien sûr, évidemment. Alors moi je m'appelle Marie, donc je suis kiné, je suis diplômée depuis 2011 de l'IFMK de Rouen. J'ai exercé principalement en libéral, j'ai orienté la plupart de ma formation continue vers la douleur chronique. Tout ce qui est kinésithérapie informée par la psychologie, etc. Ça reste vraiment mon domaine, le domaine où j'ai le plus grand intérêt en termes de formation. Depuis 2019, je suis une des voix et la co-autrice du podcast Le Temps d'un lapin, qui fait un petit peu ce qu'on fait là ce soir en version courte et un poil plus vulgarisée pour rester accessible pour nous, en tout cas, aux autres professionnels de santé et en plus aux non-soignants. C'est vraiment une expérience qui a vraiment changé ma pratique, qui a vraiment changé ma façon de travailler, ma façon d'échanger avec mes collègues. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, l'année dernière, je me suis inscrite à un diplôme universitaire à la faculté de Saint-Étienne, donc discrimination et accès à la santé. J'ai vraiment vécu une année exceptionnelle. J'ai rencontré des pairs, des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi, ou en tout cas les mêmes aspirations que moi dans le soin. Et j'ai travaillé sur un sujet qui me tient très, très à cœur, à savoir le stéréotype, ou même le préjugé d'ailleurs, on peut dire ça, c'est dans la tête. Ouais. Et du coup, le stéréotype qu'on entend beaucoup sur toutes les douleurs chroniques qui sont pas forcément en lien avec des lésions. Hmm. J'ai réussi à le faire publier en édito du numéro de décembre de la revue Médecine. Donc ça, j'en suis très, très, très fière. Et moi, ça m'amène en fait à resserrer peut-être un petit peu mon centre d'intérêt sur la douleur chronique en disant que bah, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la recherche sur la douleur des personnes vulnérables. Alors, la douleur chronique rend vulnérable et la vulnérabilité peut rendre douloureux. Et Hmm. c'est vraiment le sujet qui, moi, me porte aujourd'hui et qui fait que j'ai choisi l'article dont on va parler ce soir, qui est un des articles que j'ai cité dans mon mémoire. Ouais. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Le podcast, félicitations pour ce projet. Vous avez pas mal d'épisodes publiés et je crois qu'il y a quand même pas mal d'écoutes aussi, pas que en kiné d'ailleurs, ce qui est chouette. Oui, Et moi, j'essaye de cibler une forme d'accessibilité aux autres professionnels de santé, que la plupart des épisodes restent accessibles aux patients, et puis surtout, j'ai vraiment à cœur que les prescripteurs soient en mesure de nous écouter pour comprendre ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, vers quoi il faut tendre et à quoi on peut s'attendre ou pas justement de la kinésithérapie. ouais. Non, super. Et ben, on remettra le lien évidemment vers vos épisodes dans la bio de cet épisode-là parce que c'est une belle ressource. Et ensuite, bah, félicitations pour avoir fait ton DU et félicitations pour avoir réussi à partager ton travail en édito. C'est vraiment chouette de pouvoir partager, oui, plus loin que le cercle des personnes qui ont fait le travail avec toi. Mais Oui, mais tellement. Et il est en accès, alors il est en accès libre. Il faut ouvrir un compte sur le site du publisher, de celui qui publie, mhm. mais il est en accès libre. Super. Bah, pareil, si tu veux, on pourra mettre ça bien en évidence pour que les personnes puissent y accéder si elles le souhaitent. Avec plaisir. Et donc, tu disais, c'est via ce travail de DU que tu as fait donc un peu de lecture, de recherche et que tu as Ouais, choisi l'article dont on va parler maintenant. c'est ça. Est-ce que tu peux le présenter? Est-ce que toi, tu te lances sur le titre en anglais ou... Je peux, si tu préfères. Tu feras la traduction? Vas-y.
Donc le titre en anglais, c'est It's All in Your Head, a meta-analysis of qualitative research about disenfranchising talk experienced by female patients with chronic overlapping pain conditions. C'est un titre assez long avec des mots difficiles. Il y a plein de mots compliqués et le titre en lui-même est compliqué. Alors, ça va dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est tout est dans votre tête. Donc, on reprend cette histoire de stéréotypes et de préjugés. C'est une métasynthèse, donc on discutera un petit peu de la méthodo tout à l'heure, mais en gros, c'est l'équivalent de la méta-analyse du côté quantitatif. Là, on passe dans le quali, et quand on passe dans le quali, on va parler de métasynthèse ou métaethnographie. Donc, de la recherche qualitative alors on a discuté, toi et moi, Camille, la façon de traduire ce mot déjà imprononçable de disenfranchising talk. Euh, En gros, c'est les femmes douloureuses chroniques, et on reparlera de la définition de la douleur chronique ici, quelles expériences elles vont avoir de discours dans la recherche de soins, qui sont des discours. Alors moi j'aime bien le mot discrédit, mais en gros c'est toutes les expériences où on va remettre en question la réalité de leur vécu, la réalité de leur pathologie ou la réalité de leurs symptômes. Et donc, voilà, l'objectif de cette étude, c'est vraiment de comprendre l'expérience des personnes concernées d'un point de vue de la communication. Ça a été publié dans un journal sur la communication en santé et c'est vraiment important. Là, c'est de la recherche sur la com. C'est pas de la recherche Mm. sur la douleur, c'est de la recherche sur la communication. Ouais. C'est une métasynthèse qui date de juin 2000, oui, juin 2022, c'est ça. Et ça va te faire sourire. L'autrice s'appelle Elizabeth Ince. Elle est enseignante universitaire dans le Connecticut, dans la communication en santé. Donc là, on en revient. J'ai trouvé une description d'elle qui dit que son travail académique s'intéresse à comment les personnes qui vivent dans des situations de santé complexes, stigmatisées, mal comprises, font face aux échanges ou s'en sortent dans les échanges avec leurs partenaires, donc au sein de leur couple, dans la famille, les proches et avec les professionnels de santé. Donc, je ne sais pas pour ceux qui écoutent, si vous avez écouté le podcast précédent avec Camille, justement, on a un petit peu des affinités, je pense, similaires et je pense qu'on a beaucoup d'affinités déjà de base avec la description de cette femme. Mm. Et un autre point qui, là, ne me porte pas, enfin, qui, moi, m'interpelle, c'est que, c'est pas la première fois que je vois ça, c'est qu'elle le précise dans l'étude, elle est elle-même douloureuse chronique et concernée par Mm. les situations douloureuses qu'elle évoque, à tel point que, alors elle ne déclare pas de conflit d'intérêt, mais qu'elle dit que dans l'analyse des données, elle a fait appel à un second auteur pour être sûre qu'elle ne soit pas trop biaisée par sa situation personnelle. Mm. Je saurais pas dire si c'est positif ou négatif, mais je trouve ça super intéressant que ce soit mentionné en fait dans l'article. Oui, c'est marrant, j'avais pas capté ça, qu'elle avait elle-même une expérience de douleur chronique et donc peut-être elle-même une expérience de ne pas se sentir reconnue Mm. et validée dans son expérience. Oui, c'est intéressant. Il y a plusieurs auteurs que j'ai rencontrés, dont j'ai découvert le travail récemment qui ont aussi un peu ce point de départ d'une expérience vécue et cette expérience vécue et leur motivation, leur moteur dans leur recherche académique. Euh, je pense que c'est très intéressant et je trouve qu'il y a aussi, comme tu le dis, il y a quand même ce travail c'est un travail académique, donc il y a quand même toujours cette revérification avec d'autres personnes, voilà, surtout en qualitatif, hein, c'est vraiment important que les données, etc., soient revisitées par plusieurs personnes pour essayer d'avoir cette confiance dans les données et pas juste une opinion ou juste un partage d'expériences vécues. Donc, non, je pense que c'est chouette. Moi, je préfère que ça ait été écrit, tu Mm. vois, même si ça appelle à certaines formes de questions. Et puis, euh, et puis j'aime bien le fait qu'elles viennent pas du milieu de la santé, qu'elles viennent vraiment du milieu de la communication, Mm. parce que je trouve que dans toute l'exploration du biopsychosocial, on a vite fait de se penser bon communicant alors qu'on ne l'est pas forcément, ou bon enseignant alors qu'on ne l'est pas forcément. Et cette question de la communication, moi, elle m'intéresse. Super. Ben, merci pour cette présentation donc de cette femme qui a lidé cet article. Mm. Euh,
si on commence à le décortiquer un petit peu, le début de l'article, il donne un peu un contexte à pourquoi elle s'est lancée dans cette métasynthèse Mm. et pourquoi c'est important de faire ça. Ouais. Et qu'est-ce que Eh tu... ben, alors, oui, il y a un point très simple qu'elle souligne au tout début, c'est que il y a, dans la littérature aujourd'hui, elle relève à peu près 25 termes différents pour décrire cette expérience de négation des symptômes. Et que comme c'est un phénomène qui est courant, c'est un phénomène qu'on dénonce depuis longtemps, mais que visiblement on n'a pas de langage uniforme, et on n'a pas une compréhension uniforme de ce qui se passe dans ces moments-là, en fait on ne peut pas vraiment réfléchir à des solutions, ou en tout cas des stratégies de lutte contre ça. Et je suis assez d'accord, au sens où le risque dans ce genre de papier, c'est de dire encore une fois, les médecins nous traitent mal, les médecins nous parlent mal, les médecins nous écoutent pas, changez tout, enfin faites changer ça, mais qu'est-ce qu'on en fait et quelle est la manière dont la parole est reçue et l'expérience est vécue. Hmm, Donc moi je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Après, il y a la question sur laquelle je pense qu'il faut qu'on revienne, c'est quoi une chronic overlapping pain condition? mhm. Alors, overlapping en français, ça veut dire chevaucher. Ça peut aussi vouloir dire embrocher. Moi, j'aime bien la dualité. En gros, elle parle de syndrome douloureux médicalement suspect ou connu pour l'être. Ou alors moi j'aime toujours bien le terme de douleur nociplastique, on pourrait parler justement de syndrome douloureux dans lequel il y a une incohérence entre les lésions, les anomalies biologiques, physiologiques qu'on retrouve et le vécu douloureux des personnes et le handicap associé avec justement, comme on n'a pas les traces objectives de pathologie qu'on utilise ou auxquelles on est habitué à se référer habituellement, eh ben, on va se poser des questions sur la réalité de la pathologie, des symptômes et de l'expérience de la personne. Du coup, elle en cite beaucoup. En gros, on va se retrouver avec des pathologies comme le syndrome du côlon irritable, bleu, pardon, l'endométriose, toutes les vulvodynies, les dyspareunies, donc c'est toutes les douleurs de la sphère pelvienne chez la femme qui peuvent survenir pendant ou en dehors des rapports. Tout ce qui va être un peu avec au niveau de la tête, céphalée de tension, douleur des articulations temporomandibulaires, et parle de lombalgie chronique aussi, mine de rien. Et elle parle les trois plus compliqués peut-être et les trois plus représentés ou plus clichés qu'on peut trouver, l'encéphalite myalgique, le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie, qui sont peut-être les fers de lance des pathologies qui subissent des stéréotypes, je pense, et des préjugés aujourd'hui. Ouais, Il y c'est a, ça. Elle en cite donc 10 en tout, ce que tu viens de, si tu les as tous cités, je crois. Euh, je ne sais pas si je les ai tous cités, mais on n'est pas j'ai loin. l'impression, en tout cas, t'es pas loin. Donc, en tout cas, Bon, il ça y va. en a 10 qu'elle cite dans l'article. Et ouais, c'est cette idée, en effet, que ces conditions peuvent exister juste une condition peut être présente dans la présentation clinique, mais que souvent, en fait, Mm, elles coexistent, donc c'est une ou ça. plusieurs, euh, qui rend potentiellement difficile un diagnostic, mais aussi juste difficile le traitement Et et la le vie de soin, tous les quoi. jours. Mm. C'est Oui, c'est bien un peu sûr. ça là, le overlapping avec le chevauchement, c'est que la fibromyalgie en elle-même, si on part du principe qu'elle peut inclure des migraines chroniques, plus un syndrome du côlon irritable, plus des douleurs des articulations temporomandibulaires, en plus des douleurs diffuses et du brouillard cognitif, enfin on est vraiment sur des cumuls de symptômes qui sont extrêmement invalidants, Mm. extrêmement difficiles à vivre au quotidien. Il y a un deuxième point qu'elle aborde dans cette intro que je trouve très important, c'est la construction genrée autour de ces pathologies. Parce que malheureusement, globalement, si vous êtes une femme, votre risque d'avoir des douleurs chroniques, il est multiplié par 2. Votre risque d'avoir une fibromyalgie, il est multiplié par 6. Alors, c'est des chiffres qui sont constamment remis en question parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le partage des symptômes en fonction du genre et la réception des symptômes en fonction du genre. Donc, je ne dis pas que ce pas des chiffres qui seront amenés à évoluer ou non, mais ce sont des pathologies qui touchent
plus des femmes que des hommes aujourd'hui, avec une construction genrée de la question de est-ce que ce sont de vraies maladies? Parce que oui ou non, ce sont des maladies de femmes, mais est-ce que ce sont de vraies maladies? Et une construction genrée qu'elle évoque dans la réception des symptômes, où on va attendre en fait d'un homme qui partage des symptômes euh, plutôt tangibles, objectifs, sur un aspect plutôt stoïque, comme elle cite, et qu'en fait, quand une femme partage un vécu, il va plutôt être positionné à la réception du côté plus émotionnel, sensitif, avec le risque de glisser vers cette notion de l'hystérie. Il y a de l'exagération, c'est théâtral, c'est mélodramatique, est-ce que c'est vraiment, vraiment aussi douloureux que ce qu'elle en dit, etc., etc. Et donc, il y a vraiment un point qui se discute dans la question du genre avec la négation des symptômes. Et quand je parlais de vulnérabilité tout à l'heure, il y a cette notion d'intersectionnalité. Alors, l'intersectionnalité, c'est quand on relève de plusieurs critères de discrimination différents. En tout cas, là, c'est dans cette définition-là qu'on va l'utiliser. Parce que la discrimination, en fait, les critères, ils s'additionnent pas, ils se multiplient. Aujourd'hui, en France, on en a 26. Et en gros, plus tu vas relever de différents critères de discrimination et plus tu vas être soumis à une restriction de tes droits, de ton accès à la santé, accès aux droits tout court, accès à la vie sociale en général. Euh, et puis malheureusement, tu vas être exposé à des stéréotypes. Et aujourd'hui, bah, le fait d'être une femme expose plus à des risques de douleurs chroniques. La douleur chronique expose plus à un risque de précarité, à un risque euh, d'éloignement de l'emploi, d'isolement social, etc. Et tout ça, là, on peut revenir dans cette question d'embrochage où là, c'est une mayonnaise qui monte et où vraiment, pour garder la tête hors de l'eau, c'est extrêmement difficile avec des détresses qui sont énormes. Ouais, Donc, voilà pour cette partie-là. ouais. Et pour ajouter à ça, dans les 10 conditions douloureuses dont elle parle, la particularité aussi de ces conditions, c'est qu'elles sont très mal expliquées médicalement parlant. Et ça, dans l'aspect genré, en fait, ça se retrouve aussi parce qu'elle dit, alors pas toutes évidemment, mais certaines d'entre elles, comme tu disais, qui concernent toute la sphère pelvienne chez la femme, donc sont exclusivement féminines. Mm. Mais, euh, mais les autres pathologies de fibromyalgie, de fatigue chronique, etc., peuvent être partagées, mais comme c'est principalement des femmes et que les femmes sont souvent structurellement exclues, en fait, c'est aussi des essais de recherche, euh, qu'il y a moins d'argent, en fait, qui est aussi déployé pour faire de la recherche sur ces conditions-là. C'est une forme, l'incertitude et l'incompréhension de ces maladies se perpétuent. Et de Oui, ce fait-là, ça nourrit d'autant plus voilà, la difficulté de rencontrer par les personnes qui en souffrent et par les cliniciens qui font face à ces femmes avec ces présentations-là, de savoir comment les aider. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant pourquoi cette autrice a choisi de se concentrer sur des conditions qui touchent la femme et j'aime bien le rappel historique qu'elle fait par rapport à ça. sur la question, il y a tout un rappel historique aussi sur la question de l'hystérie, justement, la mise en Mm. question des symptômes exprimés par les femmes, toute cette histoire de théâtralisation, d'exagération, de recherche, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais de recherche de bénéfices secondaires aussi, d'avoir un intérêt dans le fait d'exprimer des symptômes, ce qui, ben, on le verra tout à l'heure, est pas du tout en fait et pas du tout suivi d'effet, je pense, aujourd'hui. Ouais. C'est intéressant. Alors, je vais en profiter pour euh, sauter sur la question de la méthodologie, parce qu'à propos de ce que tu dis, moi, j'ai découvert dans cette étude un acronyme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle l'acronyme WEIRD. Je ne sais pas si tu le connais, le WEIRD. En fait, elle explique que malgré leurs efforts, la plupart des participants, on en parlera après, qui ont été sélectionnés dans cette métasynthèse sont des femmes qui vivent qui relèvent de cet acronyme WERD, à savoir qu'elles ont vécu ou qu'elles ont en tout cas été éduquées ou recrutées dans des pays
occidentaux, avec un bon niveau d'éducation, industrialisés, riches et démocratiques. Et Mm. en fait, weird en anglais, ça veut dire bizarre. Moi, je trouve ça génial que pour une fois, on parle de bizarre des gens qui relèvent de la population Mm. majoritairement examinée dans les études. Et effectivement, elle souligne le fait il y a très peu, dans les études qu'elle a sélectionnées, il y en a très peu qui questionnent l'orientation sexuelle, il y en a très peu qui questionnent le genre. Par exemple, là, ça, on va arriver à 2400 femmes au total sur cette étude. Il y a une personne trans identifiée. Et il y a très peu de données sur eh bien, l'origine, l'origine ethnique, la couleur de peau, la précarité, la situation sociale, la situation de l'emploi, etc. Et donc là, on parle, malgré tout, a priori plutôt de femmes blanches, hétéros, élevées dans des pays occidentaux, démocratiques, etc., qui vivent des situations de détresse en lien avec la douleur très importantes, mais on a comme tu dis, on commence à avoir des données sur ces femmes-là, on n'a pas encore de données sur l'intégralité des femmes dans le reste du monde. Ouais, exactement. Donc ça, elle le nomme très bien dans les limites de son étude, hein, cette limite des données auxquelles elle avait accès pour son analyse. Ouais. Et c'est un très bel exemple d'un problème lié à l'intersectionnalité. Ah oui, Donc moi c'est parfait. voilà. Ok, donc on a tout ce contexte-là qui est posé et qui déjà est hyper intéressant. Et de là, voilà, elle fait le choix de vouloir reprendre plusieurs, donc 82 en tout, hein, plus de 82 Ouais, articles, qui touchent à cette problématique de communication entre les femmes qui ont ces douleurs mal expliquées, qui se chevauchent, qui sont chroniques et douloureuses, et ouais, comment elles communiquent, comment ça se passe avec les cliniciens. Et en fait, elle essaye de faire un petit peu ce que faisait, tu sais, on parle d'intersectionnalité, et c'est marrant, je re-regardais le superbe TED Talk de Kimberly Crenshaw, j'espère que je prononce son nom correctement, mais qui est donc la femme à l'origine de ce terme, intersectionnalité. ouais, Et elle a dit, en fait, elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire, il y a un problème, mais on ne le nomme pas, il n'y a pas de terme pour le nommer, et ouais, du coup, il n'existe pas, et du coup, il n'y a pas de solution. Et là, ouais. dans cet article-là, c'est comme tu l'as dit en introduction, elle essaye vraiment de faire ça, de juste reprendre toutes les données qui existent pour pouvoir dire, il y a un vrai problème, on lui donne une structure, un framework pour pouvoir le penser et du coup espérer en tirer une Exactement. suite, quoi. En fait, c'est la définition de la métasynthèse ou de la Ouais, métaethnographie. En littérature quantitative, on fusionne des données, on fusionne des chiffres. En fait, là, l'objectif, c'est que du qualitatif. Alors attention, on a parlé de 10 pathologies différentes, mais le screening qu'elle a fait, il est quand même hyper orienté sur la fibromyalgie, hein. Sur les 82 études, on est vraiment sur des études qui portent sur la fibromyalgie principalement. Il y en a quand même 26 qui datent depuis après 2017. Donc, je disais tout à l'heure, on est sur 2400 femmes. En fait, le principe, moi j'ai découvert, hein, je connaissais assez mal. On a parlé d'une métasynthèse sur le lapin que j'ai beaucoup aimé, justement qui parle de douleur chronique et qu'est-ce que c'est de guérir quand on est douloureux chronique. Ça s'appelle Voguer vers un mieux. J'adore cette étude, j'adore cet épisode parce que vraiment, il est vraiment porteur de quelque chose de très important pour moi dans mon expérience avec les personnes douloureuses chroniques. Là, en fait, on a bien défini un sujet, on veut comprendre ce qui pose problème dans la communication de ces femmes avec leurs professionnels de santé. Et en fait, le but de la métasynthèse, ça va être de prendre du recul, de remonter. Euh, En fait, on identifie les concepts de base dans chacune de ces études. On identifie ensuite à un niveau supérieur l'interprétation des auteurs de ces études. Et ensuite, une fois qu'on a tous ces concepts-là, son objectif à elle, c'est de définir les grandes lignes, les concepts clés qui sous-tendent tous ces éléments-là, de manière à, comme tu disais, produire un framework, un cadre dans lequel on comprenne quel est le problème. Et là, moi, j'ai pris un exemple parce que je trouvais ça intéressant. L'exemple, c'est qu'il y a une étude où il y a une dame qui dit, bah, on m'a dit que j'étais frigide ou que j'aimais pas le sexe et qu'il fallait que je l'accepte. Donc ça, c'est le premier niveau de concept, c'est l'expérience de la personne. Les auteurs de cette étude vont interpréter ça comme, bah là, on est
dans un préjugé, un stéréotype, c'est-à-dire qu'on est en train d'appliquer à cette femme qui a des douleurs chroniques qui impactent sa sexualité des clichés qu'on a sur les femmes douloureuses chroniques. La douleur pourrait être un moyen de fuir certaines obligations, certaines... enfin, parler du sexe comme obligation, c'est déjà hyper violent, moi, je trouve, mais bon, ça, c'est l'interprétation de l'auteur, c'est un stéréotype, c'est invoquer un stéréotype. Et en fait, le concept clé qui va se dégager de ça, dans cette métasynthèse, là où on va regrouper tout ce qui ressemble à cette expérience-là et ces interprétations-là, ça va être les disenfranchising talk, donc ces fameux discours de remise en question. C'est-à-dire, bah, tu ne peux pas simplement avoir mal pendant les rapports, il faut bien qu'il y ait une raison qui ne dépend pas de ton état de santé. C'est ça. Et du coup, on reparlera un peu des résultats tout à l'heure, mais en fait, c'est comme ça qu'elle va fonctionner, cette métasynthèse, en combinant c'est énorme en termes de volume, c'est énorme, en combinant les données de ces 82 études, de dire c'est quoi les grands concepts clés qui se dégagent et c'est quoi le problème. Ouais, c'est vrai que c'est quand on s'arrête une seconde pour considérer la quantité de données que l'auteur de l'article a Et géré, c'est impressionnant. 82, hein, et c'est du Hmm. quali. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, c'est vrai que les données brutes plus les données d'interprétation, etc., plus elle, sa propre analyse, enfin, ouais, c'est Et impressionnant. C'est vraiment un gros, gros travail de synthèse et c'est- c'est moi, voilà, j'en ai cité, respect. c'est clair. Moi, j'ai pas prévu d'en citer, mais il doit y avoir sur les 15 pages, il doit y avoir au moins une trentaine de citations brutes qui Hmm. viennent directement de l'expérience patient, Ouais, si c'est pas plus. Et ça, je trouve ça important parce que mine de rien, en 2022, on n'arrête pas de dire qu'on avance, on n'arrête pas de dire qu'on est meilleur en communication, qu'on comprend mieux les choses, etc. Mais quand on les a sous le nez, ces citations-là, qui sont quand même d'une violence, enfin voilà, faut attention à vous, c'est pas forcément évident à lire et à recevoir. Ça rappelle quand même qu'aujourd'hui, on avance, mais il y a du boulot, quoi. hmm. C'est encore là. Et c'est pour ça que je précisais, 25 études d'après 2017, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Ouais. Donc voilà. Super. Bah, merci pour expliquer un peu cette méthode. Moi, j'avais jamais lu vraiment de métasynthèse comme ça avant et c'était trop intéressant, la façon comment elle l'a fait. Euh, donc, je suis très... mon cœur bat pour la recherche qualitative, donc ça m'a vraiment plu de voir ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur la méthodologie ou est-ce qu'on regarde un peu les résultats? Non, je pense qu'on peut passer au résultat. Super. Donc, ouais, donc elle sort elle analyse trois concepts clés. Oui, Euh, Vas-y, je te elle, laisse ouais. continuer. Donc, j'ai déjà spoilé le premier. Donc, en fait, le plus important et qu'on retrouve dans le titre de cette étude, c'est les discours de remise en question, de remise en doute. Donc, c'est cette espèce de non-réception du message. Ce concept clé, elle le définit en trois sous-sections avec le discrédit. Donc là, c'est un peu le mot que j'utilisais tout à l'heure, mais qui finalement est une sous-section plus qu'un titre. Euh, le fait de réduire au silence. J'aimerais bien dire silencier en français, mais ça se dit pas. Mais le fait de faire taire, réduire au silence. Et le troisième, c'est de faire appel à des stéréotypes et des préjugés. Et donc, en fait, dans l'expérience des personnes douloureuses chroniques, dans la recherche de soins ou de diagnostics, tout simplement, en tout cas dans l'échange avec les professionnels de santé, bah, ce qui pose problème, le concept qui pose problème en premier lieu, c'est ça, c'est le fait que leur parole est remise en doute. Ouais, Voilà. Ça, c'est ce sur quoi elle va passer le plus de temps avec euh, sur le stéréotype, il y a aussi la question de... Alors, je trouve que le français est moins sympa, de la malignité, malingering. C'est toute cette question autour de la suspicion de feindre ou d'exagérer des symptômes dans le but d'obtenir quelque chose. ouais, Et voilà, ça c'est le petit 3 bis qui est quand même
pour moi, on monte dans la question, on monte dans la violence dans le soin, quoi. Ouais, Vraiment, c'est hyper violent. Du coup, ouais, le deuxième concept qui en découle, c'est quels sont les effets de ces discours. Là, on a quatre sous-sections et globalement, ça va en fait altérer plein de choses dans la vie du patient. Ça va altérer sa capacité à communiquer sur ses symptômes. Ça va altérer sa crédibilité, la perception de sa propre crédibilité. Ça va altérer son accès aux soins et ça va altérer la perception qu'il a de la relation soignant-soigné. Bon, ouais, on a l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes, hein, bien sûr. Le fait de le dire et de le dire à l'appui de 82 études, ça permet vraiment d'affirmer qu'on n'est pas sur des phénomènes isolés. Et ça, c'est pour moi important. ouais. Et puis après, le troisième point qui est évoqué de façon beaucoup plus courte, mais qui mériterait à lui tout seul une étude, c'est ben, comment les personnes concernées réagissent à ces discours. Et là, on revient sur la question de la soumission et de l'obéissance et tous les concepts autour du être un bon patient, ne pas faire de vagues, la critique et la résistance, qui sont les deux façons de réagir un petit peu plus frontales, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, moi aussi, je connaissais pas bien le concept de métasynthèse. Je trouve qu'il était bien expliqué ici. J'ai pris la liberté de prendre cet exemple parce que je trouvais que c'était intéressant de voir cette espèce de pyramide avec, il y a un tableau qui est très bien fait, hein, avec toutes les expériences patients, enfin des exemples d'expériences patients, les interprétations des auteurs et qu'est-ce qu'on en dit. Et voilà. Et aujourd'hui, en termes de communication, pour les personnes qui vivent avec ce genre de syndrome douloureux, dans le soin, la vraie problématique, c'est que leur parole, elle n'est pas, elle est remise en doute, remise Mm, en question. mm. Ouais, ouais, bah, de toute façon, l'idée, c'est vraiment pas d'amener un truc de Mm. nouveau en soi. Donc mais c'est juste de se rendre compte de la quantité de, de données, de recherches scientifiques qui montrent ces difficultés qu'ont les femmes avec des douleurs chroniques à accéder aux soins et qu'elles impactent ça a sur leur santé à elles, en plus du fait qu'elles ont déjà des douleurs. Mm. Et donc cet article-là permet de faire comme on disait tout à l'heure, vraiment juste de donner une structure à Ouais. ça pour pouvoir penser ce problème-là et faire avancer les choses. Parce que comme tu le dis, en fait, ça avance pas tant que ça. Et ouais, Là, les 25 termes dont on parlait tout à l'heure, finalement, l'objectif, enfin, son objectif ou le résultat qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait résumer la problématique avec la remise en question du discours, que ce soit discréditer, nier, euh, minimiser, amoindrir, réinterpréter, juger, suspecter. Enfin, voilà, tout ça, c'est la non prise en compte en l'état du discours des personnes. ouais. Et c'est en effet violent, très Oui. violent. Et d'autant plus qu'on parlait de la traduction de ce terme qu'elle choisit, la disenfranchising, et c'est difficile à traduire comme terme, mais quand je regardais comment il y avait vraiment cette idée de priver de droit, euh, qui est vraiment l'opposé de ce terme-là, c'est l'idée de s'émanciper, de se sentir libéré. Ouais. Là, il y a vraiment cette notion d'enfermement, de priver de droit, donc tu vois, c'était de rendre au silence, donc vraiment privé de voix, de pouvoir partager sa narrative. Et, euh, et donc, comment est-ce que les femmes, dans ces situations-là, euh, gèrent pour quand même s'en sortir, en fait, donc soit quand même pour avoir accédé à un soin, soit donc cette idée de se soumettre, d'obéir, c'est en fait aussi une façon de quand même essayer d'accéder à un soin. C'est des stratégies pour quand même, elle, s'en sortir, quoi. Euh, Et de c'est ce qu'on critiquer appelle, cette résistance, ouais. c'est se soumettre, c'est le biais de désirabilité aussi. C'est je vais te donner ce que je pense que tu attends de moi pour bien me soigner, mais à partir du moment où déjà en amont l'expérience n'est pas comprise ou n'est pas entendue, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse recevoir un soin qui soit adapté. Ouais. Et dans la partie
Résistance, et là c'est intéressant parce que je trouvais que ça mettait bien en avant toutes les initiatives très de communauté, en fait, de communautés de personnes qui ont euh, des diagnostics similaires et qui s'entraident beaucoup dans le partage de connaissances, en fait, de vraiment cette expertise de l'expérience vécue mise, euh, enfin, utilisée pour aider les autres personnes qui sont dans une situation similaire. Donc moi, ça fait écho un peu à la façon dans laquelle je travaille, puisqu'on travaille beaucoup avec des groupes. Et donc cette valeur à partager ouais, cette expérience et la connaissance qui émane de cette expérience comme quelque chose qui a une vraie valeur pour se défaire justement de la valeur de l'expertise du médecin. Euh, Euh, mm, Absolument. Moi, en fait, ce qui est intéressant dans cette partie-là sur les réactions, je trouve, c'est cette espèce de gradient qui n'est pas sans rappeler le parcours que peuvent suivre les personnes qui sont victimes de violences. C'est-à-dire, d'abord, j'obéis. Alors, elle fait pas de hiérarchie temporelle. mm, Mais en fait, il y a d'abord, j'obéis. Enfin, moi, je la rajoute là. C'est premier point, comment je réagis. D'abord, j'obéis. Je suis gentille, je suis une bonne patiente, je te donne ce que je pense que tu as envie que je te donne. Je ne fais pas de vagues, je ne dis pas grand-chose. Ensuite, moi, quand je l'ai lu la première fois, je pensais que critiquer et résister, c'était pareil. Et finalement, pas vraiment, parce que la partie critique dans ce concept-là, c'est vraiment quand la personne commence à se dire que l'interlocuteur n'a pas la parole sainte telle qu'on l'imaginait, ou qu'en tout cas, cet interlocuteur est faillible. Et en fait, l'acte de critiquer tel qu'elle le décrit, c'est pas forcément un acte où on va exprimer aux professionnels de santé qu'on n'est pas d'accord. C'est le moment où on se rend compte que peut-être son discours n'est pas le seul, ou n'est pas adapté, ou n'est pas pertinent. Et c'est pas critiquer au sens je te critique, c'est plutôt remettre en question. Et je trouve que j'obéis, puis je commence à douter, parce que eux doutent de ces femmes. Mais en fait, à un moment ou un autre, ces femmes, elles vont commencer à douter des professionnels de santé qui les reçoivent dans ces conditions, parce que finalement, elles ne sont pas écoutées. Donc, au début, il y a un gros risque qu'elle doute d'elle-même, c'est ce dont on parle dans la deuxième partie, mais dans la troisième partie, peut-être qu'à un moment ou un autre, et à quel stade dans la progression de la maladie, on peut imaginer qu'elles commencent à se dire que non, elles ont le droit d'avoir des soins où elles sont écoutées en amont, où on donne du crédit à leurs paroles, et que si on ne donne pas de crédit à ce que vous avez à raconter, bah, c'est que peut-être le soin qu'on vous propose n'est pas pertinent pour vous. Et la résistance, c'est ce que tu disais là, la résistance, c'est l'étape pour moi d'après, si on met une temporalité, qui va finir par dire, ben, en fait, je trouve que on ne me soigne pas correctement et je vais me rapprocher d'autres personnes, je vais essayer de me former, je vais essayer de mieux comprendre ma pathologie, mes besoins, comment fonctionne le soin à ce moment-là pour bah, soit essayer de former ou d'informer les professionnels qui m'accompagnent, soit d'être capable de savoir lesquels sont safe pour moi, parce que je pense qu'il y a vraiment une histoire de sécurité. Et comme tu dis, bah, les associations de patients, les gens qui se regroupent pour essayer de faire entendre leur voix à plus large échelle. mm, Et, et j'ai vraiment trouvé intéressant ces trois nuances qu'elle fait dans la réaction des mm, personnes concernées à ces discours. Moi, par exemple, tu vois, je travaille en libéral, je travaille exclusivement en individuel. Je dois faire entre 65 et 70 consultations par semaine de 30 minutes. J'en ai au moins un tiers, 70% de femmes. Au moins un tiers de mes consultations, c'est pour des douleurs chroniques de ce type. Une femme sur deux a vécu des violences, donc on est sur un exercice quand même qui est un peu particulier. Mais je trouve, enfin, moi en tout cas, épanouir, c'est peut-être pas le mot, mais je trouve que j'aime bien ce rôle d'aider à critiquer ce qu'on peut avoir avec de l'entretien motivationnel ou autre, et de pas... Alors, autant je fais très attention à l'alliance thérapeutique qu'elles ont avec d'autres professionnels de santé, autant quand il y a un manque de respect vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis de moi, ou quand il y a un discours ou des propos qui ne sont pas écoutés ou qui sont niés,
je trouve que c'est important pour elles et du coup nous de les accompagner, à dire non mais si cette personne ne donne pas de crédit à vos symptômes, euh, ne culpabilisez pas de ne pas avoir envie de faire ce qu'on vous a dit de faire. Hmm. Ouais, en fait, t'aides à faire un peu ce que le papier fait là. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est espèce de mise en perspective en fait de cette problématique. C'est-à-dire que on pourrait très bien s'arrêter à juste, tu vois, se dire, ah, il y a un patient qui résiste à un traitement ou il y a un patient qui, tu vois, l'alliance ça passe pas ou quelqu'un qui Ouais, exagère des symptômes. Et en fait, ce papier, il aide vraiment à remettre en perspective de mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et enfin, tu sais, ça m'arrive régulièrement de voir des patients qui marchent et quand ils sont avec moi, tu sais, la façon dont ils marchent, la façon dont ils expriment physiquement leur douleur, versus quand je les vois qui passent en fait devant ma fenêtre, mais ils savent pas que je les vois et leur démarche n'est pas la même. Et je pense que évidemment normal de voir ça et ça remet en perspective de pourquoi est-ce qu'il y a ces comportements qui se mettent ouais, en place de manière consciente ou inconsciente. Mais plutôt que de critiquer le patient, et tu vas te dire, genre, ah, il exagère, je trouve que ce papier, il aide vraiment à remettre en perspective qu'est-ce qui amène ces stratégies-là. ouais. Pourquoi est-ce que le patient en est arrivé là, en fait? Parce que c'est, ouais, une fois de plus, conscient ou pas conscient, mais je trouve que ça enlève la tendance, quand on est clinicien, de l'autre côté, quand on est témoin de ça, assez vite ouais, culpabiliser la personne. Et en fait, là, ça remet tout, ouais, tout en Ouais. perspective et vraiment la problématique structurelle euh, dans ces conditions ouais, de présentation complexe, mal expliquée, de douleur chronique, etc. C'est intéressant. Donc oui, je pense qu'on a aussi, nous, un rôle d'accompagner peut-être le patient à prendre cette perspective aussi. Ah, mais complètement. Et moi, je te rejoins aussi sur ce papier dans le sens où je trouve pour moi en tout cas, il m'a permis de m'interroger aussi sur mon propre parcours en tant que clinicienne et sur mon chemin. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et où est-ce que j'en suis dans ce chemin? Parce que je pense que vraiment, on est tous amenés un jour ou l'autre à avoir cette réaction que tu décris. On est tous, je pense que quand on se confronte à la fibromyalgie, il y a forcément un moment où on va se poser la question de ce que ça existe vraiment, cette saloperie. Euh, Parce que d'abord, on entend tout le temps des questionnements autour de l'existence, on entend tout le temps des jugements, etc. Et, euh, et puis aussi, il y a des discours qui sont difficiles à recevoir. Et si on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'on ressent, ce qu'on vit, moi j'ai eu la chance de faire une formation pratique réflexive avec toi, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai vraiment aimé ce temps qu'on a partagé. En fait, Merci. il y a parfois des réactions qui sont inconscientes, des mises à distance de certains discours dont on pourrait pratiquement ne pas se rendre compte, tout simplement, parce que ce jour-là, à cette heure-là, pour moi, c'est trop dur. C'est Mm. trop dur de croire. Moi, je l'ai beaucoup eu avec les patients, des patients qui sont très polis, qui vont dire bonjour avec un grand sourire à chaque fois. Et le jour où moi je suis fatiguée, ou moi je suis moins en forme, eh ben, je vais avoir terriblement envie de croire que ce jour-là, le bonjour avec le grand sourire, c'est un vrai bonjour de je vais bien. Et je vais moins poser la question et je vais moins voir ces petits détails que tu décrivais quand il marche avec toi ou dehors. Parce que je sais que ces jours-là, je peux être moins prête à l'entendre. Mm. Et ce que le chemin que moi je découvre mon chemin, donc que je découvre dans cet article, j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup à juger au début. C'est-à-dire pour la douleur en général, c'est-à-dire qu'on apprend à juger la douleur à l'aune de ce qu'on en comprend, à l'aune de notre propre système de réalité de la douleur, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y accéder. Et en fait, c'est comme si on prenait la place de l'expérience patient et que finalement, moi, ça m'a demandé un gros travail de déconstruction que de pas essayer de donner du sens à la douleur de l'autre via ma conception de la douleur, mais de juste entendre. Et aujourd'hui, tu vois, dans la première partie, on a fait le plan à l'envers, mais je trouve que ça roule super bien. Dans la première partie sur le discrédit de la sévérité des symptômes et de la réalité de la maladie, moi, quand je lis des choses du genre, on m'a dit que la fibromyalgie ou la fatigue chronique n'existait pas, j'ai ce truc en moi qui dit, mais
mais en fait, j'ai presque envie de dire, mais on s'en fout. Et qu'est-ce que tu vas nous faire chier avec cette partie-là, pardon pour le vocabulaire, mais en fait, là, tu as quelqu'un qui va pas bien en face de toi. Et même si tu es pas confortable avec les mots, même si tu es pas confortable avec le diagnostic, juste, il y a ça et ça qui vont pas bien, qui va pas, enfin, il y a ça et ça qui pose problème. Et juste, je suis en souffrance, je suis en détresse et j'ai besoin d'une réponse. Il n'y a rien de mal, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas. Le fameux c'est dans la tête, au sens où vous inventez des symptômes, mais vous les vivez, les symptômes, en fait, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un truc où c'est vraiment la réaction que moi, je peux avoir. Il y a un exemple dans la partie sur le discrédit, il parle de comparer avec l'expérience d'autres personnes moins atteintes ou de la même personne à des moments moins pénibles. Et il y a une citation qui dit bah, elle peut peindre, c'est qu'elle ne va peut-être pas si mal. Et ça rejoint ce que je dis souvent pour les personnes qui sont en arrêt de travail. En arrêt de travail, c'est comme si vous deviez être au fond du lit le dimanche jusqu'à 22 heures et que le lundi matin à 7h30, vous devez être frais comme un gardon et prêt à être au travail. Mais c'est pas vrai. Si je suis en arrêt de travail et que vous me croisez au supermarché, au marché ou même à me promener sur les quais, c'est peut-être parce que j'en ai besoin à ce moment-là et peut-être que les 5 minutes où vous allez me voir peut-être maquillée, peut-être bien habillée parce que c'est ce qui pour moi me définit comme humaine et que j'ai envie de me sentir humaine à nouveau, bah, je vais avoir mis 3 heures à m'y mettre et je vais mettre 3 heures à être couchée derrière pour 5 minutes de balade. Et en fait, la réalité d'une personne, on ne peut pas l'approcher juste dans ce type de moment et ce type d'échange. Et aujourd'hui, mes patientes qui arrivent à peindre, moi, je suis très partie dans la partie artistique et je suis partie assez loin dans la partie qu'est-ce que vous rêvez vraiment de faire? Et est-ce que si ça, vous rêvez de le faire, vous avez envie de peindre, vous avez envie de faire un tour en voiture, bah arrêtez de vous épuiser, allez faire de l'activité physique. On va déjà commencer à essayer de prendre du plaisir dans ces activités-là soit un vrai épanouissement à ça. En fait, si elle peut peindre, mais pour moi, c'est banco, en fait. Hmm. Ça ne veut pas dire que ces symptômes, ça ne veut pas remettre en question, ça peut pas remettre en question ces symptômes. Elle a dû faire un choix à ce moment-là, elle a probablement dû faire des compromis pour ça. Ça ne veut pas dire qu'elle abuse. Ouais. Donc, pour revenir sur le cadre de l'article, du coup, c'est vraiment ce travail qu'elle a fait, cette femme, c'était de donc, reprendre toutes ces données, lui donner un cadre, donner cette perspective. Ça aide Mm, vraiment à prendre du recul. Et, mm, euh, et là, donc, on a bougé vers vraiment la conclusion et ce qu'on en tire. Et, et ce que tu dis, c'est que voilà, toi, ça t'a aidé justement à prendre ce recul pour mm, mieux donner de la valeur en fait pour se détacher peut-être de ce qu'on nous a appris à faire, qui est de absolument tout comprendre du diagnostic, de ce qui se passe mm. pour pouvoir aider. Et oui, c'est important, mais en fait, la première chose, c'est déjà d'être présent avec la personne et accueillir sa détresse, valider la détresse et déjà travailler sur ça, même s'il n'y a pas de solution évidente, quoi. C'est C'est ça. ça. Ouais. Et je te Ça m'a rejoins tout à fait sur ça. Alors, même, je vais me permettre d'aller plus loin. Ça m'a pas permis de prendre du recul, ça m'a permis de mesurer le recul que j'avais pris. Ça m'a fait vachement plaisir. Parce que du coup, moi, j'ai vu que j'ai à peu près avancé dans un chemin qui me plaît. Et comme tu dis, alors, je vais pas dire que c'est devenu facile, mais c'est devenu naturel pour moi de juste accueillir une parole et de la prendre comme telle, parce que ça colle avec avec les valeurs que je veux implanter dans mon travail. Ça me demande plus le même effort, voire ça me demande plus du tout d'effort que d'accueillir, alors que juger et catégoriser, ça demande du travail, mine de rien. Enfin, ça demande un effort cognitif différent. Mm. Ça valide un truc qui est hyper important aussi bah, ça c'est pareil, c'est sur la deuxième partie. En fait, ces personnes en fait, on juge beaucoup plus et beaucoup plus vite les personnes les plus exposées et les plus vulnérables. C'est-à-dire que les pathologies donc, qu'on a citées, si vous les connaissez un petit peu, c'est des pathologies qui sont très complexes. Et les discours enfin, la remise en question des symptômes, ça va abîmer les gens.
ça va abîmer les femmes qui souffrent déjà beaucoup. Et ça les abîme sur plein de plans, c'est-à-dire qu'elles ne vont plus oser parler de ce qu'elles vivent, elles ne vont plus oser parler de leur détresse, elles vont douter d'elles-mêmes. Et quand on parle de douter d'elles-mêmes, et elle le cite dans cette étude, c'est que on parle pas juste euh, de douter de la véracité des symptômes ou de leur réalité. On parle de douter de notre valeur en tant qu'être humain. On parle de douter de notre valeur en tant que partenaire, en tant que conjoint, de notre capacité à aimer, à être aimé surtout, à s'investir dans des relations sexuelles. On parlait tout à l'heure des douleurs de la sphère pelvienne. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer si nous n'avons pas de rapport sexuel? On a beaucoup avancé là-dessus, hein, mais ça reste des questions qui peuvent être très, très problématiques. Et en fait, on part d'une situation de quelqu'un qui va pas bien probablement parce qu'il a d'autres critères qui l'exposent à de la vulnérabilité, être une femme, avoir été victime de violence, être précaire, etc. Et parce qu'on n'est pas capable de juste entendre ce qu'elles ont à dire et ce qu'elles vivent, mais en fait, on va aggraver cette situation, on va aggraver leur détresse. Et malheureusement, c'est des pathologies où plus on aggrave la détresse, plus la douleur et le handicap sont intenses. Et je trouve que pour des gens qui se targuent de vouloir sauver le monde et d'être des soignants, des accompagnants, bah, c'est quand même vachement dommage. Enfin, c'est un peu contre-productif cette affaire. Et c'est vraiment un truc que je pense que, tu vois, on parlait tout à l'heure de mes projets, de la façon dont je travaille aujourd'hui. C'est vraiment un truc que j'aimerais remettre en avant, c'est que c'est des personnes qui vont pas bien déjà Mm. et qui n'ont pas besoin qu'on se pose, qu'on revienne remettre en question ce qu'elles vivent et de les enfoncer encore plus. C'est pas ce qu'elles viennent chercher chez nous. Mm. Et surtout pas au nom de quoi? Au nom de... On voudrait être sûr qu'elle n'exagère pas. Enfin, je veux dire, quand... C'est bon, c'est éminemment politique, hein, tout ça, mais hein, c'est comme quand on parle de toutes les questions de fraude, de toutes les questions de fraude aux arrêts de travail, enfin, Ouais. d'abus sous toutes ses formes. Le réel abus, il est largement en dessous du mal qu'on est capable de faire. Mm. Dans la conclusion de l'article, j'aime assez bien. Il y a une phrase en particulier que j'ai trouvée très belle Ouais. qui termine. Euh, qui peut-être ramène un petit peu ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même ouais, de donner quelques pistes pour qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a fait ce constat-là, qu'on a pris cette perspective. Et ce qu'elle propose, c'est vraiment de juste s'arrêter sur le fait que, il y a beaucoup d'incertitudes sur comment vraiment aider ces personnes-là. Et donc, il y a une part qui est se sentir plus à l'aise avec le fait d'accueillir la détresse et gérer ça, mais aussi se sentir plus à l'aise avec le fait qu'il y a beaucoup de pathologies, dont ces pathologies-là, qui ont, comme on disait tout à l'heure, qui sont très peu recherchées. Il y a encore peu d'explications, donc il y a beaucoup d'incertitudes qui se présentent. Euh, et nous, en tant que cliniciens, on n'est pas à l'aise avec l'incertitude parce que c'est pas comme ça qu'on nous a formés. Et donc, elle invite vraiment à faire ce lien-là entre toute cette problématique-là de, de discréditer, d'aliéner, etc. Mais aussi, voilà, de qu'est-ce qui nourrit ça, et donc, entre autres, l'incertitude. Et la phrase que j'aime bien, attends, j'essaie de la retrouver. L'étude présente offre une méditation sur ce que les cliniciens font quand ils... Attends, parce que du coup, j'essaie de lire et traduire. What they do when they may not know what to do. Voilà, ce qu'ils font quand ils ne savent pas quoi faire. Mhm. Donc, ce papier offre une méditation sur qu'est-ce que nous, en tant que cliniciens, on fait quand on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quoi faire. Et donc, elle propose à la recherche, mais donc moi, je pense que c'est évidemment la personne qui sont dans la pratique, de s'arrêter et d'explorer un petit peu plus ces questions, justement, de qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire et de reconnaître nos schémas à nous, justement, de qu'est-ce qu'on a tendance à faire, quels sont nos défauts, nos schémas par défaut quand on se retrouve dans ces situations-là. Parce que c'est là qu'on a vraiment aussi tendance à retomber sur ces réponses invalidantes où on essaye d'aller assez vite, genre on renvoie la patate chaude, parce qu'on est inconfortable avec ça nous-mêmes. Et je pense que ça nourrit beaucoup Mhm. la problématique et ces discours
oui, qui sont perçus comme et vécus comme invalidants. Donc ce moment de voilà, cette méditation sur qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire, je trouvais que c'était une jolie phrase qui invite à la réflexion et il n'y a pas vraiment de solution en soi qui sont proposées ici. Mhm. Euh, et c'est pas grave parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais déjà, là, avant de faire des choses différemment, la première étape, c'est juste de s'arrêter, de ralentir et de s'observer de comment est-ce qu'on fait avant de chercher comment est-ce que je peux faire différemment. Et donc ça, c'est des choses un peu à explorer. Tu as donné des pistes de comment est-ce que toi, tu peux faire, donc c'est chouette. Je pense Est-ce que que pour les c'est personnes qui écoutent, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous savez pas quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos réponses par défaut? Et est-ce que oui. c'est vraiment aidant? Et est-ce que toi, tu t'es posé cette question pour toi, du coup? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est une question que je me repose régulièrement parce que ça arrive souvent que je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Euh, je- Typiquement, cette semaine, enfin même hier, d'avoir eu une interaction avec une patiente actuellement en traitement et de me rendre compte de ma peur à faire des choses parce que ma peur de faire quelque chose qui va faire plus de mal. Et du coup, de me retenir de faire quoi que ce soit, mais du coup, de vraiment me retenir, c'est aussi pas aidant. Et tu vois, c'est typiquement une situation où je me dis, je sais pas vraiment quoi faire. Et la première étape pour moi, c'est déjà de reconnaître ça en moi, de cette peur que j'ai, à quel point elle m'a arrêtée là, dans l'interaction que j'ai eue avec cette patiente, de ma frustration, en fait, de ne pas avoir eu l'impression d'avancer parce que je me suis trop retenue. Mhm. Et donc, tu vois, déjà de nommer ces choses-là. Et après, alors je sais que je suis très privilégiée pour ça, mais du coup, la semaine prochaine, prévu un temps avec la personne qui me supervise pour en discuter. Euh, mais, mais voilà, s'il n'y a pas tout de suite les solutions, c'est pas grave. C'est ça que j'aime bien dans cette conclusion aussi, mais déjà de nommer les choses telles qu'elles sont et de se rendre compte que c'est problématique. Euh, Mais c'est Peut-être, vraiment une première étape, quoi. peut-être parfois, en regardant juste ce qui se passe, justement, il y a moyen qu'on ait des réponses. Euh, Mm, c'est troublant l'exemple que tu utilises parce que c'est quelque chose que j'ai pu ressentir et où moi j'ai trouvé un grand apaisement en essayant de... Alors peut-être que certains diront que ça peut créer des attentes négatives. Moi, j'ai trouvé un grand apaisement en prévenant à chaque fois et en expliquant et en ramenant un concept de douleur normale. C'est-à-dire là, on teste des choses. Il est vraiment possible que ce soit pire derrière. Si c'est pire, ça devrait durer tant de temps. Vous pouvez essayer ci, ça et ça. Et quand on se revoit, on en reparle. Et si ça a été pire, c'est soit on était allé dans la bonne direction, mais trop fort, soit qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, mais qu'à un moment ou un autre, il faudra qu'on s'intéresse à cette direction. Et tu vois, par exemple, le fait de dire ça maintenant, alors je dis pas que ça marche à chaque fois, hein, évidemment, le fait de dire ça, j'ai eu pas mal de retours de gens, où on a eu des retours de flammes après la séance, mais qui m'ont dit, vous m'aviez prévenu. mm, Donc, ça s'est pas trop mal. Enfin, mais vous m'aviez prévenu, mais je le savais. Et du mm, coup, ça a créé un truc que je trouve important dans les douleurs chroniques, c'est de... Là, on n'est pas dans votre pathologie qui flambe. Là, on est dans un truc qui est maîtrisé. On est dans une douleur qu'on sait à peu près pourquoi elle est là. C'est parce qu'on est allé la chercher. Et que du coup, elle va nous apporter des réponses. mm, Et sur la partie dont tu parlais tout à l'heure, regarder, bah voilà, moi, regarder ce qui se passe. Moi, par exemple, j'étais beaucoup dans une urgence de faire. Il faut faire quelque chose. Mais en fait, l'urgence de faire, elle me permettait pas forcément déjà de prendre ce temps pour méditer. Qu'est-ce qui se passe quand je ne sais pas quoi faire? Et en fait, souvent, je ne sais pas quoi faire parce que je veux aller trop vite et que j'ai pas écouté. Et que si je vais un petit peu moins vite et que j'écoute, ou juste que je prends le temps de dire, attendez, parce que là, ce que vous me décrivez, c'est quand même hyper invalidant. J'ai l'impression que vous devez être hyper limité dans votre quotidien. Ça se traduit comment, par exemple? mm, Ce genre, bah, tout ce qu'on parlait autour de la validation, ce genre de choses, tout ça. Bah, finalement, dans ces moments-là où j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas où je vais, le fait de prendre du temps juste pour valider. C'est vraiment compliqué là, ce que vous vivez, ça doit vraiment pas être facile. Et si je comprends bien, c'est tout le temps, il y a ça, ça et ça que vous pouvez plus faire, etc.
ben souvent, ça te donne... Ils ont eux-mêmes les réponses, moi, je crois, souvent. Ils ont pas besoin de... Elles, du coup, souvent, elles n'ont pas besoin de grand-chose. Elles savent que le zéro douleur, ça va être compliqué, mais elles savent au fond de quoi elles ont envie, ou quel genre d'accompagnement elles ont besoin, et surtout vers quoi elles voudraient tendre. Et ralentir et les laisser parler, vraiment, je trouve que ça apporte pas mal de réponses avec un coût cognitif pour nous qui est assez moindre par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Ouais. Ça nous fait une belle conclusion, ça. Ouais. Donc, super, on est arrivé au bout de l'article, hein, je crois. Donc, voilà, une invitation à une méditation sur qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire et une invitation à garder en tête cette perspective ouais, historique, genrée et, et d'incertitude qui nourrit C'est les elles comportements et comment est-ce quoi. c'est elles qui souffrent et elles souffriront toujours Mm, plus que nous vis-à-vis de notre mm, incertitude et on peut leur faire encore du mm, mal et on l'a fait par le passé et il est temps qu'on essaye de faire mieux. mm. Super. Est-ce que de cet article-là ou de ton DU de manière plus générale, il y a quelque chose vraiment important que tu as appris, que tu veux partager par rapport à... ou est-ce Oh, que c'est déjà dans ce qu'on a dit? Je sais pas. je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Ok, super. Est-ce que tu as des projets qui arrivent, toi, qui te tiennent à cœur, tu voudrais partager ici? Euh, c'est difficile à dire. Moi, j'ai envie de continuer à m'intéresser à cette question-là. On a ralenti un petit peu sur le podcast, donc on va essayer de relancer un peu la machine. On va parler de douleur et transidentité, par exemple, pour rester dans le thème des douleurs complexes chez les personnes potentiellement vulnérables. Mm, Et puis, je reviens d'un congrès où nous nous sommes croisés. On a parlé de patients psy qui dérangent, on a parlé de activité physique et c'est quoi l'activité physique avec une question sur est-ce que le sexe, ça pourrait être de l'activité physique? Est-ce que se déplacer en fauteuil roulant, ça pourrait être de l'activité physique? La réponse est oui, et ça pourrait être suffisant. On serait pas obligé de tous aller se mettre à poil à la piscine quand on n'aime pas ça, parce que c'est bon pour les articulations, ce qu'il faut. Et du coup, ça, c'est des sujets qu'on a abordés en congrès et moi, j'aimerais bien qu'on puisse diffuser aussi. Donc, voilà. ouais, super. Bah, vraiment continue. Tout ça, c'est intéressant et chapeau parce que tu as été, je pense, une des seules personnes qui a co-facilité un atelier avec quelqu'un qui a une expérience de douleur chronique Ah oui. et qui a vraiment fait te donner la place à ces voix-là. Parce que c'est beau d'en parler, mais après, il faut aussi le Ah, faire. Donc, bravo pour ça, j'étais pas Marie. toute seule, on était trois autour d'elle et c'est une passion experte. Elle a vraiment été exceptionnelle. Elle a vraiment beaucoup contribué à la qualité, je pense, de ce Ouais, qu'on a pu proposer. Et encore une fois, l'expérience patient, ça aurait peut-être mérité qu'on en ait une avec nous ce soir, du coup, parce que ça reste les meilleures, enfin, les personnes les plus adaptées pour parler de l'expérience du soin quand on est douloureux ouais. chronique. Voilà. L'auteur du papier était un peu avec nous ce soir. C'est ça. Super. Dernière question. Est-ce que tu as une reco du moment, un truc que tu as vu, lu, entendu, qui t'a beaucoup plu, beaucoup parlé, que tu souhaiterais diffuser? Ou est-ce que... Une reco. Hmm. Alors, il y en aurait tellement. Euh, je vais pas citer ton autrice préférée, mais je pourrais. Euh, En vrai, moi j'ai découvert une autrice que j'aime énormément qui s'appelle Valentine Gobi, qui est une autrice française. Elle a écrit un livre qui s'appelle Muren, qui est extrêmement bien documenté. C'est un roman qui est assez court et qui traite de la naissance des Jeux paralympiques. La naissance des Jeux paralympiques, donc on va suivre un héros. Alors je vous parlerai pas forcément du type de handicap qu'il a, mais en fait il va subir un handicap gravissime à la suite d'un accident. Et
je suis très frileuse dans les romans sur toute la question autour du handicap et le traitement du handicap. Et je trouve, là, j'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'on se retrouve vraiment dans la même situation. On a toujours tendance à se dire que si nous, on était assis dans un fauteuil, on s'en sortirait mieux, on serait pas fatigué, on arriverait à avancer loin, à sauter des trottoirs, etc. Et là, je trouve qu'elle nous met vraiment ah, il y a ça aussi qu'il va pas pouvoir faire. Mais comment il va faire? Et toutes ces questions autour de mais c'est quoi la vie si on peut pas faire ci, si on peut pas faire ça? Et c'est quoi la vie dans un corps qu'on déteste, qu'on ne comprend pas? Et le sport, alors qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes. Enfin, et du coup, vraiment, après, je vous invite à le lire et à me faire des retours si vous n'êtes pas d'accord. Mais vraiment, il est dur, hein. Par contre, il est dur. Mais vraiment, il est très, très bien fait, je trouve. Super, merci beaucoup. Moi, j'adore les recommandations qui viennent d'autres parts que de la littérature académique. Ouais, Donc, non, mais voilà, je me suis permis d'ajouter cette petite section dans le podcast. Merci Guillaume. Bah, merci beaucoup Marie, c'était trop chouette d'échanger avec toi et très beau choix d'article une fois de plus. Personnellement, j'ai adoré le lire et m'y arrêter. Donc, merci encore mhm. pour ça et pour le temps que tu as offert à cet échange. Bah, merci Guillaume, merci Camille, merci l'agence. Chez nous, on dit à très bientôt sur le temps d'un lapin. Il fallait le À dire. très bientôt sur le temps de la lapin.